Bonjour ou bonsoir, chers amis auditeurs, amis de Lorraine et d'ailleurs, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain. François-Xavier Consoli, votre serviteur comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai à nouveau le grand plaisir d'être avec mon camarade et complice Perceval Le Lorrain. Salut Perceval. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Alors, ami Perceval, aujourd'hui nous recevons deux auteurs et animateurs de la culture, en tout cas deux aventuriers de la plume qui essayent, je pense tant bien que mal, de restaurer un petit peu les belles lettres à la française. Ça ne doit pas être une tâche facile à l'heure Hanouna. Il s'agit de Maximilien Frisch. Bonjour Maximilien. Bonjour et bonsoir. Et de Marc Obregon qui était déjà venu. Bonsoir. Alors chers amis, eh bien, nous vous avons conviés à nos micros, comme je l'ai dit, pour parler de culture. En l'occurrence, Monsieur Frisch, vous êtes, comme je l'ai dit, auteur, un des créateurs des éditions Nouvelle Marge en 2016. Tout à fait, je dirige les éditions, oui. Et l'un de vos amis et poulains, si je peux dire, est également là, donc Marc qui était déjà venu sur nos ondes, qui lui a sorti Contre les enfants du millénaire. On avait fait un entretien là-dessus. Tout à fait, je suis un des vieux poulains de Monsieur Frisch. Donc voilà. On va aborder les questions donc, de culture, de littérature, de cinéma aussi. J'aimerais bien aussi vous entendre là-dessus. On va revenir un petit peu sur votre livre, Monsieur Obregon, et aussi sur votre livre Opérette, Apôtre d'opérette, Monsieur Frisch. Mais avant, ma première question, moi, c'est une question très générale, étant donné que, donc, comme on l'a dit, vous êtes plutôt branché livres, cinéma, séries. Pour vous, en 2021, alors que nous avons eu droit par exemple à une séance de mise à poil et de racisme, enfin d'antiracisme, pardon, très décomplexé au César, alors que Hanouna est sur toutes les ondes et qu'il va probablement animer le prochain débat présidentiel. C'est Marlène Schiappa qui l'a dit, hein. Elle le souhaite, hein, donc bon, pourquoi pas, on ne sait jamais. Pour vous, Marc, on en avait déjà parlé, vous êtes un grand fan de Léon Bloy. Monsieur Frisch, j'imagine aussi que vous aimez les grands auteurs type Chateaubriand, Léon Bloy. Pour vous, où en est la culture française aujourd'hui en 2021 ? Alors moi, clairement, j'ai envie de dire c'est foutu quand même. Parce qu'effectivement, le centre est occupé, le centre de la culture, le centre mainstream est complètement occupé. C'est pour ça que j'avais appelé la maison d'édition Nouvelle Marge, parce que je ne pense qu'on peut exister qu'à la marge du monde aujourd'hui. On peut éventuellement opérer même sa révolution depuis la marge, mais en aucune manière chercher à avoir la reconnaissance des gens que l'on méprise. Ce serait absurde de vouloir être reconnu par ceux qu'on méprise. Voilà. Je sais pas, Marc... Moi, je pense que parmi les nombreux bienfaits du Covid, ça a été notamment la mise à mort de la culture française, quoi. Je pense que la culture d'État, la culture, le la culture des soviets français, a enfin été mise à mort. Là, je pense qu'elle va tenter d'être réhabilitée, tenter de renaître de ses cendres avec peine cette année, mais à mon avis, elle est déjà complètement agglomérée dans le système GAFAM et compagnie. Donc voilà, donc je pense que la culture française a été mise à mort par le Covid et c'est tant mieux qu'elle crève et nous en sortirons d'autant mieux, je pense, nous qui sommes effectivement, comme le dit Maximilien, à la marge. Et être à la marge, parce que moi, sur la radio, après tout, nous sommes à la marge aussi, n'est-ce pas, c'est une question un petit peu rhétorique, mais n'est-ce pas un moyen aussi de s'isoler, un moyen de dire oui, bon, on se retire un petit peu dans notre petite maison dans la prairie et nous allons vivre sur les cimes en attendant que le bateau coule. Est-ce qu'il n'y a pas un petit manque d'espoir ? En tout cas, il y a du dandysme, c'est certain, parce que quand on écrit, on est attaché à l'esthétisme, et c'est esthétique d'être à la marge. C'est cet homme isolé au bord de la falaise qui dit « vous ne me méritez pas ». Bon, alors bien sûr, comme on est des écrivains, comme on aime le verbe, on aime cette posture de la marge. En revanche, je pense pas, pour ma part, en tout cas, prendre de plaisir à contempler la chute. En revanche, je m'en sers comme matériau de ma littérature. C'est quand même inouï ce que nous vivons d'ironie. Et l'ironie, c'est quand même le moteur de toute la narration par définition. Donc là, on n'a qu'à se baisser pour écrire sans arrêt. Alors, il n'y aura pas de lecteur, mais on aura écrit quand même.
Et en plus, je pense qu'en tant que catholiques, nous devons d'être en marge, puisque la marge, non pas la marge de l'isolement, mais plutôt une marge d'où on peut rayonner, une marge qui soit peut-être une sorte de forme de probité morale. Donc je pense que c'est important aussi d'être à la marge pour pouvoir contempler le monde et éventuellement l'instruire, mais tout en restant inchangé par rapport à d'éventuels... Mais en tant que catholique, bon, alors certes, le Christ s'isole très souvent sous la montagne, mais il va aussi dans l'arène, il va à la rencontre des pharisiens, etc. Est-ce qu'on peut vraiment être complètement à la marge du monde et ne jamais aller à sa rencontre? Alors, on va à sa rencontre en écrivant, encore une fois, la démarche littéraire nous donne une posture d'éloignement. C'est-à-dire que, par exemple, là, quand on parle, j'ai un peu singé Nab là, qui disait vous n'êtes que des papillons que je vais épingler ce soir dans mon machin. Il le disait, mais il le disait très bien. C'est-à-dire que on sait que toute discussion va être utilisée dans un roman futur. Tout est accessoire, donc le monde aussi. Donc moi je trouve, bien sûr qu'on va à la rencontre du monde, mais on l'utilise tellement pour notre écriture qu'on est à sa marge, forcément. Oui, moi je pense que justement si j'écris, en tout cas c'est pour ne pas parler en fait, c'est parce que la parole n'est pas forcément l'endroit où je suis le plus à l'aise, donc justement l'écriture me permet de consommer un peu cette marge, et donc je pense que malgré tout il y a dans l'écriture il y a quand même quelque chose de, comme dit Maximilien, d'être dans l'arène, parce que quand on écrit on se donne entièrement, et en l'occurrence, malheureusement, on est peu lu, mais malgré tout, les choses sont écrites, sont gravées, donc elles restent. Et je pense que graver son verbe, c'est malgré tout se mettre à nu et se donner entièrement. Mais du coup, pour effectivement, l'écrivain est à la marge, etc. Mais j'imagine qu'il a quand même toujours le fantasme, un peu comme ce cher Étienne Dupuis dans Apôtre d'opérette, le roman que vous avez écrit, qui rêve de basculer dans l'activisme. Et oui, en fait, c'est même pour ça qu'on écrit, c'est-à-dire que on se sait un peu velléitaire, presque. En fait, on écrit peut-être par manque de virilité. Bon, on aimerait tellement être les héros que l'on invente, et effectivement, la tentation de l'activisme, en tout cas, c'est le retour de l'aventure. L'homme est fait pour l'aventure, l'homme est un être de désir, et aujourd'hui, peu de choses, les steps sont quand même très loin. À part l'aventure amoureuse qui, d'ailleurs, ce sentiment tend à disparaître derrière une sorte de pornocratie que tu décris très bien, Marc, mais à part l'aventure amoureuse, on a peu d'aventures à vivre. Donc effectivement, ça me tente, moi, l'activisme, mais je l'écris parce que j'ai la trouille. Je préfère l'écrire. Ouais, mais quelque part, alors, bon, est-ce que déjà vous pouvez nous redire pour les auditeurs un peu quel est le sujet de votre roman ? Alors, le sujet du roman, c'est un récit d'une autofiction. Et cette autofiction, c'est un petit groupe de blogueurs, on va dire, qui veulent fournir des écrits métaphysiques et métapolitiques. Et effectivement, dans un monde où l'actualité est devenue une farce, tout devient métapolitique. Hein. Donc voilà. Donc ils écrivent. Et puis, à un moment, décident de basculer dans l'action directe, mais plutôt d'opérette, plutôt sympathique. Ils vont arracher des barbes de Père Noël en criant « Le Père Noël est un djihadiste hein ». Ils vont s'attaquer à l'art contemporain. Donc j'ai imaginé que mes apôtres d'opérette étaient les auteurs du dégonflage du fameux plug anal de la place Vendôme, etc. J'ai utilisé l'actualité comme matériau, comme farce de ce roman. Ce roman est farci par l'actualité. Bon. Très bien. Mais le problème, c'est que ça dérive un peu plus loin. Il y en a 3 qui se font exploser en place publique. Ça, c'est le début du roman, en plus. Et oui, parce que j'aime toujours commencer par la fin. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas comment ça va finir, c'est quel est le processus qui amène, un peu d'ailleurs comme mon premier roman, qu'est-ce qui amène qu'un homme normal va se faire sauter place de la cathédrale à Auch, par exemple, ou au Bouddha Bar à Paris. Et voilà. Donc ce roman raconte ce processus en quelque sorte de radicalisation de gens qui commencent gentiment dans la marge et finissent par se répandre. Voilà. Mais comme vous l'avez dit sur TV Liberté, c'est une impasse cette voie-là. Est-ce que quelque part vous protégez pas de l'activisme en disant finalement ça ne mène nulle part et Alors c'est une impasse, mais ce qui m'intéressait dans ces attentats suicides qui sont les seuls attentats qui ne peuvent pas être récupérés par la modernité, parce que de fait on écrit un livre en se suicidant. Mais ce qui m'intéressait, c'est en quoi
le suicide juste avant, juste avant, voilà, est le lieu de la conversion aussi. C'est-à-dire que on voit très bien dans un des textes qui s'appelle Attentat contre l'espèce, parce qu'en fait, ils vomissent l'humanisme. Et comme ils s'aperçoivent qu'ils en sont, c'est comme s'ils faisaient leur propre coming out. Putain, je suis un humaniste puisque je suis un homme. Ils veulent, plutôt que supprimer l'humanisme, supprimer eux-mêmes. Et c'est au moment de cette suppression que finalement ils opèrent leur propre révolution et qu'ils se convertissent. Bien sûr, c'est trop tard puisque la mort est déjà là. Mais ce qui m'intéressait, c'est ce point de la conversion. Et le point de la conversion, c'est toujours dans l'agonie. L'agonie, c'est la repêche pour tous. On peut enfin avoir vraiment envie de se convertir et savoir qu'il n'y aura pas la chute toujours devant nous, puisque on enchaîne la séquence merveilleuse, repentir, mort. Juste avant de te laisser la parole, François Galley, j'aimerais juste terminer sur donc ces attentats qui sont décrits dans votre roman. Ma question, c'est en fait dans le monde du spectacle permanent de la société liquide, est-ce qu'au fond, faire un attentat suicide, comme on le voit pour les djihadistes, est-ce que c'est pas finalement un coup d'épée dans l'eau, un acte viril dans un monde aux règles féminines? Bah oui, vous avez raison, mais on n'a qu'à se souvenir de Dominique Vénère. Personne n'en a parlé. C'était ma prochaine question sur Dominique Vénère, justement. Alors, vous voyez. Sinon, quelques fémènes qui l'ont singé la semaine d'après. Oui, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais si le but était leur propre conversion, à ce moment-là, tout va bien. Oui, finalement, c'est pour leur propre conversion. On est quand même dans une dimension métaphysique et religieuse. Sinon, ils auraient fait un attentat en espérant tuer plus de monde qu'eux-mêmes. Alors, j'allais te relaisser la parole, mais comme vous avez parlé de Dominique Vénère, justement, j'ai pensé aussi au suicide de Dominique Vénère quand j'ai lu votre roman. Paix à son âme. Est-ce que, selon vous, ce qu'il a fait, c'est un acte courageux ou est-ce que c'est un peu pathétique, au fond? Je peux pas dire que c'est un acte courageux, parce que ça serait trahir ma foi. En revanche, c'est pour moi un acte phare, qui m'a énormément marqué et qui reste, à mon avis, qui va rester comme un acte historique où justement, dans ce monde qui s'écroule, de chutes successives, il y a eu ce petit acte isolé qui manquait d'espérance, qui a fait de la civilisation un objet d'adoration plutôt qu'un lieu d'ancrage. Donc, mais juste, voilà, simplement, même si c'est l'occasion de se dire ça, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que même s'il a tort, il a permis les questionnements essentiels de cette société, de la personne au cœur de la chute. Marc, vous en pensez quoi de ce suicide de Dominique Vénère? Je pense que c'est un acte de héros païen, en fait. Est-ce que Vénère voulait être, ce qu'il a été justement par cet acte? Je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas la foi chrétienne, mais qui avait une foi profonde dans la civilisation païenne, je dirais indo-européenne, pour résumer. Et je pense que le suicide, dans ce paradigme civilisationnel, était précisément la seule issue possible pour lui. Donc en soi, on peut dire que c'est un acte de héros, dans un monde païen. Corrigez-moi si je me trompe, on avait déjà parlé la dernière fois, Marc, on parlait beaucoup du gnosticisme, et le fait que il y a une forme de... La foi est là, on sait qu'il y a quelque chose, on sait que Dieu existe, etc. Mais il y a aussi beaucoup de négatifs, comme une espèce de bile noire, quelque chose qui traîne, qui fait qu'à la fin de la journée, on aurait plus tendance à se détester soi-même qu'à détester, l'horreur et le monde de merde qui nous entoure. Y aurait-il pas aussi un danger, on en avait un peu parlé, mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus, et comme ça on aura aussi votre éclairage, Maximilien. C'est en quoi, d'après vous, ce monde nous tend déjà de multiples pièges dès lors où on se lève ou on passe la porte de chez soi, mais le principal piège n'est-il pas celui-là, à savoir qu'il y a cette espèce de bile noire qui traîne en permanence et dont on peut tirer des très belles choses, artistiquement parlant, certes, mais qui peut aussi être un gros danger. Oui, vous avez entièrement raison, dans la mesure où, en tant que fraîchement converti, je pense que c'est très dur dans notre monde moderne d'être entièrement catholique, d'être rigoureusement chrétien. Et moi, je parle pour moi en l'occurrence, je ne sais pas ce qu'en pense Maximilien, mais je sais que je ne peux pas m'empêcher d'être chrétien sans avoir sur moi des scories de cette gnose qui, pour moi, qu'est-ce que la gnose finalement? C'est une sorte d'adolescence du christianisme finalement, une sorte d'adolescence mal vécue en fait, une sorte de... Et en l'occurrence, comme disait Dantec, notre monde est gnostique en fait, notre monde est fondé sur cette foi mal comprise qui a tourné vers le luciférisme, vers le scientisme, vers le positivisme, comme disait
Comme disait Murray, le monde moderne est fondé sur les deux mamelles ambivalentes que sont à la fois l'occultisme et le socialisme, en fait, qui sont à la fois le positivisme et la théosophie, par exemple. Donc notre monde moderne est fondé là-dessus, sur cette ambivalence entre deux techniques que sont l'occultisme, donc les relents de gnose, et la science. En l'occurrence, c'est très dur d'être chrétien de façon viscérale, sans avoir sur soi cette fine membrane, finalement, qui a posé sur nous la modernité, quoi. Mais comme vous dites, on peut en faire quelque chose, et on peut en tirer une bille noire, mais pour après mieux en revenir, en fait, et pour mieux laver sa foi, finalement, à mesure que le temps passe et à mesure qu'on devient plus sage aussi. Et c'est une évidence que cette bille noire restera, je pense, comme fondatrice de l'acte chrétien, on va dire, à partir du XIXe siècle, quoi. Quand on lit, par exemple, Blois, c'est quelqu'un qui était, je pense, profondément chrétien, catholique, mais qui cette foi le rendait malheureux, en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, la foi peut nous rendre malheureux si on n'est pas, si on ne sort pas justement de cette intuition gnostique du monde, en fait. Alors, moi, j'ai pas, comment dire, la gnose en arrière-plan. En revanche, j'ai un cheval de bataille devant moi. Je veux dégommer tout ce qui est développement personnel. Et surtout, chez mes coreligionnaires, je ne supporte pas le détournement de la foi à des fins de aller mieux. La foi, c'est pas pour aller mieux, c'est un glaive à double tranchant sans manche. C'est pas possible. Donc effectivement, mon projet, c'est que en refermant le bouquin, les lecteurs se sentent minables, se sentent appartenir à cette race minable, et après bien sûr qu'ils en fassent un chemin de conversion. Mais il y a tellement de gens infatués, il y a tellement de marches de fierté, tout le monde adore ses limites. C'est complètement absurde. Donc oui, c'est mon projet, c'est que ça tâtonne dans le poisseux, que vous soyez pas très bien, quoi, en fermant le bouquin. Selon vous, du coup, on parle du rapport du catholique à la modernité. C'est quoi le juste rapport à la modernité pour un catholique? C'est être conservateur, on garde quand même un peu de la modernité, ou être réactionnaire? On rejette tout? J'y vais en premier, c'est parce que la question est plus dure, mais je ne sais pas. Parce que vous-même, alors, TV Liberté, on vous définissait comme dandy anarcho-réactionnaire. Voilà. Moi, j'ai plutôt écrit un bouquin où le salut est dans la réaction, on va dire, alors que j'ai plutôt une attitude au quotidien, eu égard à mon devoir d'État, de conservateur, de sanctuarisation du peu qui reste, de repli dans mon kibbutz catho. Bon, en vrai, je pense qu'il faut être réactionnaire dans l'endroit de la sanctuarisation. C'est-à-dire que le monde chute très bien, mais ce qui est important, c'est que les catholiques se convertissent déjà. Et que, justement, pour faire écho à ce que je viens de dire tout à l'heure, que la foi reste la foi et que ça ne soit pas du développement personnel et qu'on cherche toujours à se relier à l'invisible, etc. Donc la priorité, comme disait Benoît XVI, c'est de convertir l'Église. Donc, conservons. Ça veut dire qu'actuellement, en 2021, l'Église chrétienne n'est plus l'Église chrétienne? Rome n'est plus dans Rome. Non, mais juste que je comprenne. Non, allons-y, mettons les pieds dans le plat. Vatican II, qu'en pensez-vous? Non, c'est pas Vatican II. Non, mais c'est même pas une histoire de Vatican II. C'est est-ce que, si j'ai bien compris, les chrétiens ou catholiques de 2021 ne le sont plus? Je dirais pas ça parce qu'on a des périodes où on l'est davantage que d'autres, des moments où on l'est davantage que d'autres. Ce que je vois, c'est que dans les librairies catholiques, par exemple, il y a la moitié des bouquins, c'est du développement personnel maquillé. Et ça, c'est détestable. C'est pareil d'ailleurs dans la presse catholique, c'est avec des leçons de vie. Parce qu'en fait, le développement personnel, c'est juste transformer notre foi en moralisme. Donc c'est un péché contre l'esprit, le développement personnel. C'est très grave. Oui, mais comment dire, d'accord, il y a la voie plutôt doloriste où la foi, elle nous remue les entrailles, on lit la parole de Dieu, puis ça nous remue, on se sent minable, on se sent petit, on se sent pécheur, alors ce qui est très, très occidental. Les orthodoxes, eux, sont moins tournés vers le péché, mais plus vers le Dieu qui nous divinise. Est-ce qu'il y a que la voie doloriste aujourd'hui, ou il y a quand même, avoir la foi, c'est aussi avoir la joie, c'est aimer, il n'y a pas que la douleur dans la foi quand même. Alors, non, il n'y a pas que la douleur, mais je pense qu'il y a une forme d'urgence quand même à ressentir cette souffrance quand même en nous, cette difficulté d'être.
Et la joie, moi, je l'exprimerais plus dans l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est-à-dire avoir Dieu avec soi. C'est-à-dire que là, vous voyez quand même que depuis tout à l'heure, on parle avec enthousiasme de choses qui tâtonnent dans le poisseux. Oui. Bon, on est fort quand on a Dieu avec soi. Et je suis persuadé qu'on arrive à manifester de l'enthousiasme quand bien même on campe sur la réalité que c'est la souffrance qui sauve le monde. Oui, pour reprendre ce que disait Simone Veil, hein, la philosophe, pas la mangeuse d'enfants, la foi, finalement, c'est le plaisir de la vérité, en fait, tout simplement. Donc je pense que quand on a la foi, on a le regard dessillé, en fait. Et donc ça procure forcément une grande joie, y compris au milieu des ruines. Et pour revenir à votre question sur le fait d'être réactionnaire ou conservateur, je pense qu'il faut être les deux. Je pense qu'il faut être absolument réactionnaire dans son art, dans sa littérature, par exemple. Là, il faut être outrancier, il faut être absolument anti-moderne pour antiphraser Rimbaud. Alors qu'effectivement, dans la vie quotidienne, malheureusement, c'est une position qui est intenable, sous peine de finir en prison ou alors suicider. Donc je pense que dans une vie quotidienne, on peut se contenter d'être conservateur. Mais là, justement, une poche de survie pour outrer ce mouvement vers quelque chose d'irrémissible. Oui, on est un conservateur dans la praxis, en fait. C'est ça, tout à fait. Alors, juste, après je te laisse la parole, c'est vrai que j'ai posé beaucoup de questions, mais là, c'était quel est notre rapport à la modernité, mais au fond, est-ce que c'est pas un débat obsolète, puisque désormais nous vivons en post-modernité? Oui, tout à fait. Effectivement, on vit après l'histoire, et là, on se rend compte à quel point cet après l'histoire est invivable, dans la mesure où on est dans une parodie, en fait. Là, on est dans un monde que n'aurait même pas osé cauchemarder Philippe Cadic ou Philippe Muret. Tous les jours, on se réveille et on voit à quel point le mensonge global sur lequel est bâtie notre modernité est en train de devenir caricatural, outrancièrement parodique, et c'est presque, c'est même plus effrayant en fait. Un point, on est arrivé à un tel point de caricature qu'en fait, on a l'impression de vivre dans l'irréalité la plus totale, dans une sorte de simulacre total, quoi. Et du coup, je pense que peut-être que le rôle du chrétien et aussi peut-être de l'écrivain de l'artiste dans cet univers, c'est de redonner quelques injections de vérité en fait. Donc quelle que soit après la forme de la vérité, mais en tout cas de redonner quelques impulsions de vérité. Moi, je suis frustré parce que j'avais voulu écrire le retour de l'histoire à la fin du roman, c'est-à-dire montrer l'ironie du sort de ces gens qui vomissent la modernité et qui finalement se font doubler par le retour de l'histoire, notamment par la guerre civile provoquée par l'islamisation du pays. Et en fait, je suis très frustré parce que mon éditeur m'a dit mais c'est de la merde ta fin, il faut que tu changes ta fin, et donc je me suis auto-bouturé sur la propre modernité, donc on est resté dans l'autofiction, c'est-à-dire ce moment où la littérature est la plus ridicule, elle devient sa propre caricature, et donc on reste englué dans la postmodernité, il n'y a pas de retour de l'histoire. Donc voilà, on s'enlise. Alors, moi j'ai toujours ça m'est toujours difficile. Déjà, bon, pour les auditeurs, vous l'aurez compris, on parle beaucoup de Dieu, etc. Mais la foi ne se commande pas. Et si vous l'avez, tant mieux pour vous. Si vous l'avez pas, on vous la souhaite. Demandez-la. Voilà. Mais en tout cas, elle n'est pas fondamentalement obligatoire pour comprendre ce dont on est en train de parler. Mais comment, d'après vous, parce que moi, ce serait plutôt le côté pratique de la chose. Là, on parlait d'activisme, on parle beaucoup de poisseux, etc. Mais pour essayer de quitter le poisseux et aller dans l'activisme intelligent, hein, pas forcément. Nous, on n'est pas pour poser des bombes, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Mais surtout, c'est comment, d'ailleurs, vous le faites, messieurs, puisque vous êtes proche du magazine Incorrect. Vous écrivez donc presque pas quotidiennement, mais pratiquement. Donc tous les jours, vous faites donc de l'activisme par militaire, mais en tout cas militant. On peut mettre des guillemets si vous voulez, mais est-ce que c'est pas justement ce biais-là, ce moyen-là qui vous permet, oui, vous faites des livres, etc. Peut-être que c'est pas lu, mais on le sait bien, c'est par le réseau que les idées se diffusent, et c'est comme ça que les idées gagnent. Au bout d'un moment, hein, les soviétiques ont gagné en diffusant les idées, etc. La révolution, c'est aussi un grand concours d'idées. Bon, est-ce que, pour passer dans un côté peut-être un petit peu moins poisseux et noir, est-ce que demain, une possibilité de réseau, d'une nouvelle élite est possible, est souhaitable, ou alors, de toute façon, c'est mort, c'est foutu, donc laissons tomber.
Non, moi je crois que l'éveil d'une élite est possible. On voit plein de choses frétiller quand même, là, à droite, à gauche. On pourrait évoquer CNews, Première Chaîne, il y a l'Incorrect, il y a le Front Populaire, il y a plein de choses qui sortent. Jamais l'activité intellectuelle ne fut aussi importante dans le camp conservateur, il me semble. Mais ça ne marchera qu'à une condition, que nous ne devenions pas une pensée militante. C'est-à-dire que on vomit le politiquement correct depuis des années, depuis Sevilla, début des années 2000, enfin, très bien. Mais si nous-mêmes, on devient politiquement incorrect, pour reprendre le nom du magazine dans lequel on écrit, comme d'une façon militante, à ce moment-là, ça n'a pas de sens, on va se tuer nous-mêmes. Il faut qu'on reste ouvert absolument à tout. Moi, par exemple, j'ai une toute petite chronique dans l'Incorrect, qui est vraiment pas longue, c'est sur l'art. Eh bien, avec Romaric m'a dit, mais moi j'en ai marre de ceux qui n'arrêtent pas de se gargariser du discours anti-art contemporain. Au bout d'un moment, on a compris. Et donc on a pris plutôt l'option de montrer les artistes vivants d'aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'en toute chose, il nous faut nous garder de la pensée militante. Et c'est comme ça qu'une élite va sortir. Et on y croit. Enfin, moi, j'y crois. Là. Je suis d'un seul coup très, très enthousiaste. Excusez-moi, j'étais négatif tout à l'heure. Mais je crois que c'est tout à fait possible. Oui, moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que malgré tout, il faut justement se battre. Vous parliez de réseaux. Moi, je parlerais plutôt de mouvements. Il faudrait refonder des mouvements. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est justement c'est parce qu'il y a trop de réseaux et pas assez de mouvements. En l'occurrence, grâce aux réseaux ou à cause des réseaux, les mouvements se fragmentent en petites monades finalement d'hyper-individualisme. Donc chacun y va de son pamphlet anti-moderne sur Twitter ou que sais-je. Mais au final, il y a rien derrière. C'est comme ces hashtags qui fleurissent comme des fleurs sur une tombe. En gros, ces hashtags contre le pass sanitaire, etc. D'accord, mais derrière, il y a quoi? Il y a rien. C'est juste une sorte d'affichage comme ça. Et en fait, finalement, aujourd'hui, la contestation se résume à ça. Donc c'est complètement stérile. Et je pense effectivement, écrire, comme vous le dites, à travers le journalisme notamment, ça permet aussi peut-être de refonder l'idée d'un mouvement. Je veux dire, au début du XXe siècle, il y avait des mouvements qui ont réussi finalement. Alors, qu'on aime ou qu'on aime pas. Voilà, ça dépend du point de vue, mais voilà, il y avait des mouvements. Et aujourd'hui, ces mouvements ont disparu. Ces mouvements sont résumés à des individus qui sont là, qui réseautent ensemble. Mais le réseautage d'individus, ça n'a jamais fait un mouvement. Et je pense que l'écriture, le journalisme, au sens noble du terme, peut amener justement à lier tout ça pour refonder des mouvements artistiques, littéraires ou politiques. Vas-y, personnaliste, encore une question? Non, vas-y. Bon, si, alors non, si. Parce que on est parti sur le monde décline, voilà. Est-ce que aussi, et j'ai l'impression que c'est plus particulièrement dans le catholicisme le plus tradit, on est quand même très imprégné, je trouve, d'une métaphysique décliniste qu'on a d'ailleurs en commun avec nos amis païens et avec nos amis gnostiques également, puisque voilà, on serait dans le fameux Kali Yuga, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse tentation pour les catholiques à se laisser trop happer par cette métaphysique décliniste et qui fait qu'on peut on regarde le monde s'effondrer et puis il n'y a pas d'espoir à trouver une nouvelle élite et à changer. Est-ce que voilà, c'est le principe de l'entropie, on va tomber jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça renaisse et puis il y a rien à faire, quoi. C'est le destin. Je crois que il faut toujours garder en tête, c'est Fabrice Adjadj qui dit ça, et je pense qu'il a raison, qu'il y a une coévolution du bien et du mal, et que là où la chute effectivement est bien présente, comme aujourd'hui, nous ne serions pas là si la grâce ne surabondait pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même de quoi se réjouir malgré tout que la grâce surabonde, et peut-être heureuse chute que cette chute de l'Occident qui nous vaut allez, soyons prétentieux, ces écrits d'aujourd'hui. Mais non, effectivement, le risque, il est personnel là de voir uniquement la chute. Mais il y a plein de choses extraordinaires, y compris dans l'Église. Hein. Si on en prend que tout le culte marial qui est très fort dans l'Église aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas forcément le cas dans les époques précédentes. Oui, la meilleure preuve, c'est que le Christ est apparu précisément dans un monde déclinant, dans une époque et dans un monde déclinant. Donc, on peut garder espoir. Et moi, justement, en tant que catholique, je garde espoir malgré tout, quoi. Croyez au bon grain et livré, en fait. Le bon grain et livré poussent ensemble, et puis. Demain sera pire qu'aujourd'hui, mais il sera aussi meilleur qu'aujourd'hui. On pourrait presque finir l'émission là-dessus, mais on a encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Du coup, dans ce mouvement dans lequel on vit, avec donc la postmodernité dont on a parlé, où la question de l'identité
est sur absolument toutes les lèvres, surtout dans la jeune génération. On va se définir par sous-catégories, noir, blanc, homme, femme, hétéro, cisgenre, etc. Voilà, on se segmente un peu en sous-catégories. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un des passages de votre livre, Maximilien, au tout début, où l'auteur voilà, se définit comme contre-moderne, contre-démocrate, contre-révolutionnaire, contre-littéraire, contre tout, tout contre, non pas une modernité contraire, mais le contraire de la modernité, non pas une démocratie contraire, mais le contraire de la démocratie, non pas une littérature contraire, mais le contraire de la littérature, non pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution, non pas contre tout, mais le contraire du grand tout en étant tout contre. L'overdose est proche, mais l'homme, surexcité, met le paquet. Ses doigts virevoltent sur le clavier sans qu'il ne jette un seul œil à l'écran. Il fait le pianiste, il y a un swing dans la façon d'écrire, de prononcer mentalement chaque phrase. Il donne des coups d'épaule, il faut aussi des anticapitalistes bien sûr, antifascistes évidemment, anticommunistes encore et toujours, anti-corps, anti-bitume, béton, plastique, barrière frontière, et un premier post-punk, alter écolo, c'est sûr, pas écolo comme les autres, mieux vaudrait être contre la planète alors que de moutonner derrière les professionnels de la conscientisation. Lui aussi, il se pose la question de l'identité. On a l'impression qu'il a besoin de se rentrer dans plusieurs cases. Là, je me suis moqué de nous autres, les blogueurs des années 2005, où effectivement il y avait cette effusion. Je me rappelle, moi, de ma rencontre avec Alain Santacreux et qui me présente le mouvement de la contre-littérature. Et on est vraiment dans le gargarisme, hein, d'un seul coup, mon Dieu, il y a des mots qui sont dans ma bouche, c'est formidable, je me mets à penser tout seul. Donc là, j'ai voulu me moquer, mais c'est vrai que là, on voit qu'il essaye de donner une définition tout en échappant à la case dans laquelle on veut lui mettre. Parce que s'il ne dit pas anticapitaliste ou antifasciste, il va être qualifié comme fasciste par rapport à tout ce qu'il a dit avant. Donc c'est aussi une réponse qui est une réponse sous forme de fuite permanente vis-à-vis d'un monde du politiquement correct qui nous enferme sans arrêt dans une cage. Donc c'est à la fois voilà une moquerie et la description d'une réalité. Bon, moi, pour avoir juste publié le petit dictionnaire maurassien, être juste l'éditeur, hein, non pas l'écrivain de ça, je suis persona non grata et qualifié de maurassien, moi qui n'ai jamais lu Maurras, bref, dans tout le monde de la presse, dans tout le monde de la littérature. On me prend, moi, pour un fasciste, alors que je n'écris que sur l'art. Bon, donc je suis obligé, donc on est obligé de vous définissez négativement en fait. On se définit par la négative, etc. En même temps, c'est rigolo toutes ces insultes qu'on nous donne, quoi. Voilà. Sur la question de l'identité. Oui, je pense que ce monde segmentant, c'est une réponse technique finalement, évidemment, à la sécularisation et à la perte de la transcendance. Donc évidemment, aujourd'hui. Finalement, c'est une sorte de chute, d'avènement de la chute dans la matière. Donc, en fait, l'esprit de l'homme tombe dans la matière, son essence tombe dans la matière. Par conséquent, il est segmenté en de multiples techniques, en de multiples identités, qui tâchent de remplacer tant bien que mal, notre ancienne verticalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comment dire, c'est évidemment grotesque, mais finalement, ce n'est que la partie dernière d'un processus qui avait déjà commencé avec la technique, et notamment avec les sciences. Par exemple, je crois que c'est Kundera qui en parle. À un moment, il évoque le fait qu'un philosophe et un poète comme Goethe, en son époque, passait à travers un pont, et ce pont, en tant que philosophe et poète, il pouvait entièrement le comprendre et savoir comment il était fait. Parce qu'à l'époque, un savoir global suffisait à comprendre une technique. Aujourd'hui, l'architecte lui-même du pont ne sait pas comment son propre pont a été fait. Parce qu'aujourd'hui, la technique s'est suffisamment développée, c'est suffisamment catégorisé pour être devenu illisible, en fait, incompréhensible, même à ceux qui la font. Et je pense qu'en fait, ce dont vous parlez au niveau d'identité, c'est ça, c'est la réponse finalement de la nature humaine à cette technique, en fait. C'est une sorte de pollution technique, en fait. Alors, messieurs, nous étions partis sur la culture, nous sommes passés par de multiples chemins, mais retombons sur nos pieds. Vous êtes, on l'a dit, des producteurs de culture. Étant donné qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment la définir et que entre Anna Yakamura, Hanouna et autres, on sait plus tout à fait ce que c'est que la littérature, puisqu'après tout, c'est Nabila qui a dit que de toute façon un magazine c'est un livre, puisque il y a des trucs dedans, donc c'est un livre.
Pour vous, c'est quoi qu'est-ce que la culture française? Comment on peut définir la culture en France, française, si vous voulez reprendre. Ou la culture en France, mais moi je préférerais la culture française. Comment elle peut se définir en quelques mots? Ben pour moi, il faut que la vie intérieure soit présente. C'est-à-dire que ce soit dans l'art, dans la littérature, on n'est pas là juste pour défendre une idée. On est là pour que le livre, le tableau se dépose dans la personne et la modifie. Ce que j'ai mis en exergue des éditions Nouvelle Marge, j'ai dit qu'un livre peut modifier une personne. Moi, je peux vous citer les 10 livres qui m'ont modifié. Il y en a un d'ailleurs dernièrement encore qui m'a modifié. On est augmenté par un livre, on est augmenté par un tableau. Et c'est ça pour moi la vraie définition de la culture, c'est cette rencontre personnelle et intérieure avec un objet d'art, donc un livre, un roman, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que les essais doivent être écrits travailler avec la langue, comme tu l'as fait, Marc, et non pas simplement raconter des idées. Il faut que la langue soit comme une fractale, finalement, qu'elle porte dans sa poésie, dans les ellipses, tout le non-dit, pour que par une sorte de contemplation de l'écrit, on puisse accéder à une vérité par la contemplation, par la poésie. Tu as entièrement raison, et je pense, je vais dans ton sens en disant que Macron, en citant Macron, qui disait qu'il n'y a pas de culture française, et je crois qu'il a raison. Il n'y a pas de culture française, en revanche, la France est une culture. Et ce qu'elle a fait de plus beau, c'est sans doute sa langue. Et pour répondre à votre question, je pense que la langue française est sans doute la plus belle orfèvrerie possible parmi toutes les langues du globe. Et je pense que la culture française est celle qui saura la faire resplendir à nouveau, tout simplement. Le français est une langue incroyable, qui est presque aussi beau que l'italien, ou que ce genre, enfin voilà, ça fait partie des langues qui sont à la fois belles et qui sont à la fois pratiques, qui ont un sens pratique et en même temps une esthétique fascinante. Et je pense que l'écrivain ou celui qui saura l'utiliser à bon escient sera vraiment s'inscrire dans la culture française, dans la France comme culture en tout cas. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donc vous avez abordé le sujet de la forme. Ça tombe très bien parce que page 27 des Apôtres d'opérette, l'auteur dit le fond et la forme, c'est la même chose. Vous êtes d'accord avec votre alter ego? Totalement. C'est rassurant. Ouais, c'est rassurant parce qu'en plus ce héros s'appelle comme moi, il a le même boulot, il fait la même chose, ça m'inquiète d'ailleurs de temps en temps. Oui, le fond et la forme, c'est la même chose parce que on est dans le domaine de l'art, de la poésie, l'ellipse. On voit très bien même, alors ceux qui s'occupent de management maintenant appellent ça la congruence, n'est-ce pas? Mais si je disais certains mots avec l'impression de dire le contraire, ça ne marcherait pas. Donc le fond et la forme, c'est une seule et même chose, c'est sûr. Et alors, ellipse et poésie. Pour moi, la poésie, c'est le raccourci dans le labyrinthe parce qu'un texte, c'est un piège. Quelque chose qui piège et qui perd le lecteur. Et d'un seul coup, grâce à la poésie, hop, il va trouver une petite porte de sortie qui va le permettre de comprendre, d'accéder à un sens. Justement, vous disiez que vous aviez mis beaucoup de vous-même dans votre roman, et votre héros s'appelle Maximilien Frisch comme nous. Donc Maximilien Frisch, évidemment, c'est un pseudo. Hein. Il y a un passage très savoureux où on voit comment l'auteur choisit son pseudo. Alors, juste petite incise, hein, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il aurait pu s'appeler Perceval. C'est vrai. Et ouais, Perceval Laurent aurait pu interviewer Perceval. Ça aurait été, voilà. Pourquoi avoir enlevé Perceval? Parce que c'est quand même la méga classe, non? Oui, c'est la méga classe, mais alors moi c'est mon côté un peu tordu. Maximilien, j'aimais bien par rapport au coupeur de tête. Je trouvais que j'ai toujours été un peu fasciné depuis que je suis petit, je m'intéresse à la politique, à cet homme tribun, incorruptible, qui était... On sent l'ancien homme de gauche. Oui, c'est ça. Si tout le monde des lettres savait à quel point je suis de gauche, il s'en mordrait les doigts. Et alors pourquoi c'est important d'écrire sous pseudo pour vous? C'est quand même assez logique de commencer par s'engendrer quand on écrit. Après, il faut bien avouer que c'est honteux d'écrire. C'est un petit peu comme la masturbation, en fait. Au début, quand on n'est pas édité, on le dit pas dans un dîner. Les gens vont dire « Ah, le pauvre !» Et encore aujourd'hui, alors que je suis édité, il y a des gens qui peuvent dire « Ah ben, ouais, c'est normal en même temps que t'écrives parce que tu travailles EDF, t'as du temps. » Vous voyez, il y a quand même, chez le bourgeois, quand même une tentation de nous humilier. Donc, du coup, le pseudo me permettait de
n'être présent que vis-à-vis des gens avec qui voulaient se relier à moi, quoi. Alors juste dernière question sur cette partie pseudo, puis voilà que vous écrivez une fiction de quelqu'un qui écrit une autofiction, mais cette personne c'est vous. Ouais. Donc il y a un peu quand même une mise en abîme. Alors, vous mettez en scène dans le roman, excusez-moi la question un peu provocante, mais vous n'êtes pas un peu trop mégalo et narcissique pour un catholique? Si je crois que je suis complètement mégalo, et en plus j'ai commencé ce roman au moment même où je créais Mauvaise Nouvelle en disant je vais faire la même chose que ce que j'écris. Je voulais pile faire la même chose. Non, derrière le côté mégalo, c'est se faire peur. J'aime me faire peur au sens où je cherche le lieu de ma propre conversion, ma propre révolution, et mettant en scène un homme qui devient un petit gourou d'un groupe qui bascule dans l'activisme jusqu'à l'attentat suicide, ça me donne des frissons. Voilà. Donc je me bouscule un peu tout seul. Et dans ce narcissisme, il y a un vrai masochisme au sens où je m'humilie, je me prête à rire. Là, j'ai le nez rouge, je suis à poil sur scène. Il y a un malin plaisir quand même chez l'écrivain, je pense, à s'humilier en public pour être dans ce double mépris, c'est-à-dire mépris du lecteur, je suis désolé de l'avouer, et propre mépris. Et c'est permanent. Le premier roman, le précédent, L'impasse du salut, c'était ça en permanence. C'est-à-dire que je vais me mépriser devant vous pour vous montrer que je vous méprise aussi, puisque nous appartenons à la même race. Puis alors, l'idée de se mettre à poil sur scène, alors ça me rappelle étrangement un article que vous avez écrit sur Jacques Brel, où vous disiez qu'il donnait tout sur scène, et que, alors là, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans ce que vous avez écrit, alors je vais sans doute mal le redire, mais que vous disiez que Jacques Brel était justement, donc déjà il se mettait tout nu sur scène, d'une manière symbolique, et que il poussait jusqu'au point où il peut être ridicule, en fait, où presque le ridicule peut rencontrer le génie, ou la folie peut rencontrer le génie. Totalement. Il a des moments où il flirte avec le ridicule, il met mal à l'aise, en fait. Et en fait, c'est à cause de ça qu'il devient sublime, parce qu'on sait qu'il n'a rien gardé pour lui, qu'il y a une part vraiment sacrificielle dans cet écrit. Mais oui, le génie, à ce moment-là, c'est d'oser le ridicule. L'abbé Brel, quand même, comme disait Brassens. Il est moraliste, il s'imite, il se singe, il s'humilie comme jamais, il transpire, mais c'est dégoûtant. Mais vous savez pourquoi il l'appelait l'abbé Brel? Parce que c'était avant qu'on connaisse toutes ses chansons, c'était parce qu'il faisait, quand il arrive aux Trois Baudets, à Paris, alors qu'il vient de Bruxelles, il a rencontré sa femme dans un mouvement de jeunesse catholique, l'accordé, il me semble, et il arrive aux Trois Baudets et il chante des chansons catho, quoi. Et très moraliste, etc. Alors je vais essayer de remettre la main dessus, parce que on les connaît pas, en fait, ces chansons-là. Je trouvais ça très drôle de découvrir Brel, très catholique, très moralisateur, puisqu'il est devenu après. En fait, il y a eu un petit retour aux sources quand même à la fin, quand il était aux Marquises. Il s'est lié d'amitié avec un groupe de bonnes sœurs. Ah ouais. Ouais. On fera une émission sur Brel. On fera une émission sur Brel. Excusez-moi, je digresse. Allez-y, François-Xavier. Moi, j'ai plus beaucoup de questions de toute manière. Eh ben, alors termine tes questions, parce que moi j'en ai plus qu'une, mais ça sera ma dernière. Ok. Alors, vous dites votre personnage dit qu'il écrit pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce que vous avez trouvé à la suite de ce roman, qu'est-ce que c'est écrire pour la gloire de Dieu et le salut du monde? Eh bien, c'est vraiment l'idée de tout miser. C'est-à-dire que si on n'écrit pas, j'ai envie de dire pas seulement l'écrit d'ailleurs, chaque acte, si on ne le pose pas pour la gloire de Dieu et le salut du monde, alors c'est un acte perdu, c'est un livre perdu, c'est un truc qui sert à rien. Donc c'est en même temps, c'est une prétention énorme. Mais c'est la seule chose qu'on ait à faire. Donc il décide de l'afficher pour s'obliger, pour se mettre en situation un peu difficile, justement un peu risquée. Mais Marc, de la même façon, il aurait pu être un apôtre d'opérette, je trouve. T'aurais pu être un des héros du livre. Bon, je t'ai pas mis parce que sinon je les tue. Quelque part, je t'aime bien, tu vois. Donc bon. Le qui aime bien châtie bien, c'est limite. Et pour vous, alors, du coup, Marc, écrire pour la gloire de Dieu et le salut du monde, comment vous appropriez cette sentence? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'effectivement,
ça c'est peut-être la dernière phase du travail du romancier. Je pense que c'est la phase où il commence à savoir qu'il va mourir. Mais je pense que la première impulsion de l'écriture, c'est comme tu l'as très bien dit, Maximilien, c'est d'abord chercher le ridicule, chercher à se parodier, chercher à se mettre dans une position sacrificielle. Je pense que l'art, c'est surtout l'art dans un monde moderne, c'est avant tout finalement une posture de clown, une posture de clown sinistre. Et c'est seulement après que si, à condition qu'on se donne assez, que vient cette mission finalement apostolique qui est effectivement qui est l'art en véritable, c'est-à-dire en gros écrire pour le salut. Mais pour moi c'est uniquement un retour, c'est comme un retour d'acide finalement de la posture clownesque initiale. Je sais pas si je suis bien exprimé. Mais... Ouais, messieurs, je vous poserai ma dernière question. C'est la partie que les auditeurs aiment le plus, c'est le côté petite liste. Puisque je vous avais déjà posé la question, Marc, la dernière fois, c'est que j'aime bien que les auditeurs, ils ont déjà une référence, puisque ils ont votre roman, Maximilien. Ils pourront aussi relire Contre les enfants du millénaire. J'aimerais bien aussi que vous donniez des exemples en littérature, en film, en série, qui permettraient aux jeunes et aux moins jeunes d'avoir un goût, ou leur donner le goût éventuellement, ou de découvrir un auteur qu'ils connaissent pas, et de raccorder tout ça avec de la belle littérature, du beau cinéma, pas forcément français, mais en tout cas quelque chose de beau, qui mérite d'être vu, qui mérite d'être découvert, et qui permet d'être modifié, comme vous l'avez dit. Exactement. En littérature, moi je vais citer déjà le livre que je viens de lire pour en faire un papier dans Livre Arbitre. J'ai été bluffé, j'avais jamais lu Un prêtre marié de Barbey d'Aurevilly, et c'est juste parfait, extraordinaire, génial. Il bouffe sur la tête de Bernados. Je trouve ça. J'étais vraiment tué par ce livre, bousculé. Après, j'ai été très marqué par Maurice Dantec, dont j'ai été le lecteur pour son avant-dernier roman. Ça m'a modifié parce qu'il m'a apporté une bibliothèque. Dantec, c'est une arche. C'est pas un écrivain, c'est une arche. Et c'est assez bluffant. Sinon, que dire en film? Moi, j'ai envie de citer à la fois un Pierrot le Fou de Godard, parce que je trouve qu'il y a une vraie ironie. J'adore ce moment où Belmondo, venant de s'enrouler la tête dans la dynamite, allume le truc et dit en fait, je suis con. Il essaye de l'éteindre et bien sûr, ça ne marche pas. Voilà. Et ça, j'aime ce genre d'ironie. C'est complètement dans mon univers. Et puis Dead Man, un film avec de Jim Jarmusch avec Johnny Depp, où là aussi il y a une vraie ironie. Il va Johnny Depp chercher un boulot à l'autre bout des États-Unis. Quand il arrive, il n'y a plus de boulot, il a été pris et il se trouve dans un plan foireux. Il erre avec un Indien. C'est très poétique et en même temps clownesque. Vraiment, voilà ce qui me vient à l'esprit. Vous en vouliez plus, peut-être? Oh, mais comme vous voulez, ce qui vous vient. Hein. Ouais. Mais Deadman, effectivement, puis avec Hip Hop en femme, donc c'est rigolo. Ouais, c'est déguisé génial. en femme, c'est marrant. Oui, vous allez dire que je suis peut-être un peu obsessionnel, mais en fait, moi, je veux conseiller la réédition assez belle des nouvelles, de l'intégrale des nouvelles de Philippe Cadic, qui est sortie chez Gallimard, je crois. Et en fait, c'est là qu'on voit tout le génie du bonhomme, parce qu'en fait, dès sa première nouvelle, qu'il a écrite en 62, je crois, qui parle d'un chien qui aboie contre des éboueurs, parce qu'il se rend compte que les éboueurs ne sont pas vraiment ce qu'ils paraissent être. Dès cette nouvelle, qui est complètement fondatrice de son style et de ses sujets, tout le génie est là, quoi. C'est-à-dire à la fois la satire sociale, qui est quand même très bien vue, toujours très en quelques lignes, il campe un personnage tout à fait réaliste et tout à fait bien vu, et en même temps toujours dès le départ cette profonde angoisse de la réalité. Qu'est-ce que le réel? Est-ce que c'est juste un consensus cognitif? Est-ce que c'est juste un voile d'intuition? Dès le départ, c'est génial. Et du coup, cette réédition qui est fort bien commentée montre bien aussi à quel point, comment lui est venue la foi, parce que c'est aussi, finalement, on voit à travers son œuvre comment vient la foi aussi. Et lui, la foi lui est venue par la fiction. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, sa foi, il l'a imaginée, finalement.
mais elle était réelle, mais il l'a imaginé. C'est tout le comment dire, le twist dickien, quoi. Donc voilà, je pense que ça fait environ peut-être 6000 pages en tout, donc ça peut vous occuper un bon moment. Et le petit truc évidemment, c'est la dédicace à Twin Peaks, éternelle, essentielle. Hein, ça, on était tombé d'accord la dernière fois et je reste là-dessus. Je ne cesserai de dire à quel point Twin Peaks, donc la saison 3, est une œuvre incroyable, œuvre au testament de Lynch, et en plus peut-être une des rares œuvres totalement guénoniennes finalement qui existent, en tout cas au cinéma. Alors juste, non, c'est juste association, parce que je lisais le psaume numéro 2 hier, et du coup je trouve que le début va très bien avec ce que vous avez dit. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Voilà. Bon, on aura trouvé une belle conclusion. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour cet entretien très enrichissant. Merci mon camarade Perceval. Merci cher François-Xavier. Eh bien, chers auditeurs, voilà, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi lire et de quoi vous enrichir, de quoi devenir plus grand. Et on espère que ce son vous aura plu, et on espère que vous aurez plaisir à retrouver les auteurs dont nous vous avons parlé. Les livres sont disponibles chez nos camarades des deux cités à Nancy, à la librairie. Et ben si ça vous a plu, ça mérite un pouce bleu, un commentaire. Si vous êtes partant, vous pouvez même nous laisser un petit pourboire sur Tipeee pour développer la radio. Quant à moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. La vie commence toujours demain. Et haut les cœurs! Haut les cœurs!